toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez apprécié le live d'hier. Nous sommes partis en 2027, beaucoup de commentaires très positifs, toujours bienveillants, merci pour ça. J'espère que j'ai pu vous ouvrir un petit peu plus les yeux par rapport à ce qui pourrait potentiellement nous arriver, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous allons y arriver. Mais si nous sommes sur ce marché, rendez-vous dans la vidéo du live d'hier. Et n'hésitez pas à en profiter, on est parti extrêmement loin, malgré la prédictive. Mais j'ai essayé de travailler sur un scénario potentiellement réaliste dans la vision dans laquelle je me trouve moi aujourd'hui et actuellement. Et pourquoi pas en profiter et éventuellement en bénéficier. C'était le live d'hier, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, même en podcast, ça peut éventuellement fonctionner. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, on fait un interruption des membres, avec grand plaisir. Vous voulez parler de Sol, Chiliz, Bit, UOS, GLD, Bitcoin et Ethereum. Oui, effectivement, c'est un petit peu au cœur, entre guillemets, de la tempête actuellement, donc on va bien évidemment en parler. On attend toujours ce milliardaire qui est toujours positionné, qui attend patiemment et qui potentiellement aspire tous les tokens. On est repassé juste en dessous ici. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter ? En fait, comme le mois précédent, comme le mois encore précédent, en effet, c'est peut être intéressant d'acheter sous les 20 000 $, ce fameux prix psychologique. La clôture de ces bougies, c'est exactement 19 949 $. Nous sommes en dessous à l'heure où je vous parle, donc c'est en fin de journée hier. Donc je la tourne la veille, mais c'est pas très grave puisqu'on va regarder plutôt macro et plutôt sur des grandes time frames. Donc actuellement, est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter du Bitcoin à 19 643 $? La réponse c'est oui, en tout cas sous les 20 000 $, ça reste toujours intéressant, bien enlissant, et on ne met pas bien sûr des leviers en x50 là-dedans, parce que la dynamique est complètement baissière. Nous sommes dans un environnement baissier, malgré qu'on essaye de structurer des bottoms de marché, notamment en W-Weekly, dans des W-Weekly. Si on vient clôturer au-dessus des 25 000 $, ça fait 2 semaines qu'on en parle, et je pense que je ne suis pas le seul aujourd'hui en tant qu'analyste graphique financier à vous en parler. Ce sera notre signal entre guillemets d'un joli rebond haussier, d'un joli rallye haussier. Donc après on aura les objectifs, vous les connaissez, 30 000, 35 000, 39 000, 40 000, même 51 000 dans une zone de rechargement de vente. Mais aujourd'hui, ceux qui se positionnent ici, ce ne sont pas des petits portefeuilles. Ce ne sont clairement pas des petits portefeuilles. Alors après, est-ce qu'on ira les liquider beaucoup plus bas? La question est ouverte, on va essayer d'en parler. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais passer en weekly. Je vais prendre un indicateur que Texmex nous a partagé pour éventuellement essayer de cibler en un seul coup d'œil, en un seul clic. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et je demanderai à Texmex potentiellement de le partager à la communauté pour aller chercher ces fameuses zones de déséquilibre, vous les connaissez. Et ça fonctionne dans toutes les timeframes. Donc c'est un développeur qui nous a proposé ça. Tiens, si ça peut vous aider, oui, ça en aide plus d'un, puisque je sais que beaucoup sur le Discord le font manuellement et prennent beaucoup de temps à le faire. Là, c'est fait en un clic. Bon. On va regarder tout ça ensemble. Vous avez en fait des zones de liquidité ou en tout cas des zones de déséquilibre ici vers les 26 000, 27 000, voire 30 000 $. Et vous voyez que vous en avez un paquet en dessous. Et ça fait peur en réalité. Parce qu'on va probablement aller les chercher. Ce serait logique en réalité d'aller combler tous ces gaps qu'on a sur notamment le Chicago Mercantile et aller chercher toutes ces zones de déséquilibre. C'est parfaitement possible. Je ne dis pas du tout le contraire. Et le dernier, entre guillemets, gros cluster ou gros déséquilibre qui est, ce serait potentiellement sur les 7 000 $, notamment sur ces time frames. On peut éventuellement avoir un objectif aux alentours des 12 000 $, beaucoup long par rapport à cette fameuse neckline AW trimestrielle. On peut tendre à venir le chercher. Reprenez Apple, reprenez les valeurs technologiques. Malheureusement, c'est rare qu'on vienne retester ces énormes W trimestriels et ça faisait des années en arrière en réalité qu'ils avaient déjà été positionnés après un élan vers un nouveau paradigme. Mais si on revient un petit peu dans le passé, si vous voyez en fait ces zones de déséquilibre, si on revient vraiment en arrière, en réalité, vous voyez que vous en aviez énormément. Alors imaginez les gens qui étaient ici, imaginez les gens qui étaient là, imaginez les gens qui étaient là, on irait potentiellement aller chercher ces zones de déséquilibre et nous ne sommes jamais venus les chercher. En tout cas, avant un nouveau cycle haussier. Donc est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on va aller chercher? La réponse est non, bien évidemment. Il n'y a aucune certitude sur les marchés. Mais ce qu'on attendra, c'est un petit peu en fait ce type de choses en réalité avec un réel break. Et cette bougie-ci, ce serait potentiellement un break violent des 25 000 $. Pour derrière nous faire un rallye et advienne que pourra. Reprenez la vidéo d'hier. On en a d'ailleurs éventuellement parlé de ce possible scénario, bien évidemment. Est-ce que ça peut craquer demain? Oui, ça peut craquer demain, mais encore une fois, le narratif, je ne l'ai pas. Moi, j'attends vraiment le FOMC. Il n'y a pas en tout cas de prise de parole, et j'ai cherché partout sur les réseaux sociaux s'il y avait des prises de parole de membres de la Fed ou pas, ou de gouvernants de la Fed qui avaient pris la parole après les chiffres du CPI, qui étaient finalement bons pour le coup, on est quand même sur un plateau décroissant. Personne n'a pris la parole.
Donc c'est vrai que c'est difficile pour les marchés de se faire une idée ou en tout cas reprendre la température. Donc ça part un peu dans tous les sens, notamment par rapport au consensus qui repart dans tous les sens. Encore une fois, on peut rafraîchir. 80% reste quand même sur une augmentation de 0,75 points de base par rapport au FOMC du 21. Bon, jusqu'à preuve du contraire, ça reste comme ça. Pour le reste, on reste dans un consensus extrêmement élevé jusqu'au 4,50 et on a même vu dans la journée où c'était monté même à 4,75 pour le début d'année prochaine. Bon, ça revient un petit peu près dans les clous, on reste sur des consensus, ou en tout cas dans une incertitude, certes. C'est pas bien ce qu'on est en train de vivre en ce moment, l'inflation est haute, c'est difficile aujourd'hui pour les marchés. On a eu d'ailleurs les taux au niveau du Philly Fed, donc c'est les taux de la banque, sur le gouverneur de Philadelphie, d'une antenne régionale de la Banque centrale américaine, de la Réserve fédérale, qui nous envoie ça en réalité. Le consensus s'attendait en réalité à 2,8 et on s'est pris moins 9,9. Donc pour le coup, c'est pas top, hein, vous le voyez ici comme moi le consensus, prévision c'était 2,8, on se prend moins 9,9. En gros, c'est pas très fameux par rapport à la demande, hein, par rapport à ces indicateurs. Donc on peut prendre dans le passé, ici on avait du moins 2,5 en juillet et on s'est pris du moins 12,3. Vous allez me dire, le consensus il était complètement à côté de la plaque, ça a-tu dévissé? Bon, finalement non, hein, ça n'a pas dévissé, puisque ce qui en revient en juillet, juste ici, le 18 juillet, en réalité, on a eu un magnifique trend dossier. Donc, est-ce qu'il faut prendre ou pas au pied de la lettre ce type d'indicateur? Encore une fois, c'est toujours pareil, ça reste de l'interprétation. Et comment les marchés réagissent à ce type de news? Comme on est dans un environnement relativement baissier et qu'on est en train d'écraser les précédents lots, etc., donc tant que les supports ici et les bottoms sont maintenus aux 3600 points, jusqu'à preuve du contraire, on peut poursuivre en réalité cette tentative de retournement. Ça prendra peut-être plus de temps que prévu, mais on peut éventuellement l'encadrer. Néanmoins, on a une mauvaise bougie là, je vous efface tout. Donc ceci n'est pas une jolie bougie, hein. Je vous le dis tout de suite, si on clôture comme ça la semaine sur Wall Street, ce sera une des pires semaines en réalité de Wall Street, comme rarement on en a vécu, même si précédemment on en avait vu quelques-unes. C'est pas joli, parce que là c'est une vraie bougie de retournement, ou en tout cas de conciliation baissière. Vous l'avez juste ici, hein, ni plus ni moins, c'est bearish Englefield. Bon, ce sont quand même des bougies qui sont bien pris par le marché, en tout cas par les analystes techniques, c'est des bougies qui sont importantes. Et il y a la même chose dans l'autre sens. Les bullish engulfing sont très pris en réalité par le marché. En weekly, ce sont des bougies puissantes. Ok? Alors évidemment, on arrive sur des supports de marché. Donc est-ce qu'on vend des supports de marché? C'est pas vraiment la meilleure idée. Pour le coup, on rentre dans une zone de rechargement d'achat. Bon, derrière, on peut éventuellement toujours espérer ce type de choses, mais il faudra éventuellement que la Fed nous donne un petit coup de pouce par rapport à ça. Dès lors, soyons patients jusqu'au 21. Je doute réellement, même si c'est un peu redondant, qu'on prenne des directionnels de marché par rapport avant la Fed, avant le 21. Donc c'est mercredi prochain, on sera vraiment patient. On peut potentiellement délimiter un range. Actuellement, nous sommes dans un range qui part de 3600 $. Je parle des indices et c'est très corrélé, vous l'avez vu au Nasdaq et notamment au cryptoactifs, jusqu'ici aux 4333 points, 4300 points. Et puis vous avez un plus petit range qui s'est délimité entre ici et on est en train de faire un bas de range. Donc on est dans un tout petit range, dans un beaucoup plus grand range. Et plus vous rentrez dans les petits time frame, plus on range. Même si à l'intérieur de ces ranges-là, qui permet en réalité de faire jouer nos émotions et notre psychologie, et quand on arrive là, c'est très baissier, on a un esprit très baissier, mais quand on arrive là, waouh, c'est super bullish, go ATH. Mais c'est normal, en réalité. Donc on tend à acheter les hauts de range et vendre les hauts de range. Or, interdiction absolue de vendre là-dedans, quoi. Attendez les breakouts, potentiellement les retours, et puis allons en enfer. Mais pour l'instant, c'est absolument pas ce que je vois. Et encore moins ce que je crois. Pour le coup, mais c'est clairement pas ce que je vois. Néanmoins, malheureusement, c'est pas bullish, donc on a un petit peu retracé et on va repartir sur Bitcoin, sur des time frames peut-être un peu plus intéressantes, notamment en daily ou en weekly. Bon, en weekly, on est en train de travailler ces bases de support, donc toujours pareil, est-ce que ces milliardaires vont potentiellement acheter pour relancer la machine à vapeur? Donc dernière arrivée, premier sorti, c'est relativement connu, hein, on a à peu près la même chose ici. Ici ça part bien, dernière arrivée, premier sorti et on fait l'accélération. Donc dernière arrivée, premier sorti et potentiellement on fait l'accélération. On peut rester sur des thématiques de fractal complètement logiques dans ce type de choses. On peut revenir dans une toute petite time frame, on va même venir en daily. Je vous en avais parlé, donc on va enlever les imbalances ici, mais vous en avez également un là et vous en avez beaucoup au-dessus bien évidemment, donc merci Texman pour cet indicateur, et on reprend par rapport à notre petit Shimoku Kinkoyo. Bon, et on reviendra après sur une plus grosse time frame. Je vous avais dit, difficile de passer cette bougie, on passe en dessous, je voulais pas qu'on passe dans le vide sanitaire, hein. L'idée c'était pas de passer par la cave, pour le coup. C'est bon, on peut remonter, et on peut remonter quand vous voulez, quoi. Donc est-ce que ce week-end il y aura de la volatilité? Pas sûr. Est-ce que semaine prochaine? Je pense que ce sera catalysé par le FOMC. Encore une fois, je doute qu'on vienne travailler ces précédents lots pendant le week-end.
ou jusqu'au FOMC. C'est vraiment un très gros point d'interrogation. Par contre, je ne suis pas trop contre d'aller racheter du Bitcoin si ça vient par ici, parce que ce sera une absurdité de survente sans précédent sur cet time frame, alors qu'on est toujours en train de travailler un range. Dès lors, on achète les bas de range, potentiellement on vendra les hauts de range et on prend une décision en cas de cassure. Et au pire, on se prendra un stop. Et ceux qui souhaitent faire du DCA, donc sans stop loss généralement, bah vous avez une très bonne entrée sur ce niveau de prix, et puis après on ira recharger beaucoup plus loin. Dès lors, gardez du cash, bien évidemment. Donc ça, c'était côté Bitcoin. Dernière petite chose aussi, pour vous mettre un gros billet psychologique, on passe ici en weekly, on va en mensuel, pardon, je vais garder Ishimoku Kinkoyo, et vous voyez ici que notre Tenken Kijun accrosse en réalité le mois dernier. Tout le monde l'avait vu, et ça pouvait signifier entre guillemets des bottoms de marché. Ouais, mais si vous prenez le précédent, c'était ici en février 2020, bah le mois d'après, on s'est pris le crash Covid. Ok ? On s'est pris le crash Covid. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, posons-nous la question ensemble, prenons du recul, on respire un bon coup, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un scénario aussi incertain qu'un virus qui potentiellement pouvait décimer le monde? Je n'ai pas l'impression de ça. En tout cas, c'est pas ce que je ressens. Ma situation émotionnelle d'aujourd'hui, malgré une expérience certaine, n'est pas du tout la même, ou en tout cas ce que j'entends sur les Discord ou ce que j'entends sur les réseaux sociaux. Alors beaucoup diront, ouais, mais ça veut dire qu'on est peut-être encore trop bullish et qu'il faut aller chercher un peu plus bas. Je ne dis pas complètement le contraire. Peut-être qu'on ira chercher un peu plus bas. Mais si on reprend au niveau des fundings, notamment sur Ethereum, enfin pour le coup, j'ai rarement vu ça, je passe en une heure, vous allez le voir comme moi, c'est délirant. Alors oui, il y a une vraie incidence par rapport aux spreads, etc. Je ne dis pas le contraire avec vous, mais on voit que les fundings sont extrêmement négatifs. Le jour où ça, il y a la direction qui est prise, et que la direction c'est le nord, accrochez vos ceintures et ne shortez pas le mouvement, parce que c'est un TGV qui partirait. Actuellement, on ne l'a pas. On n'a aucune confirmation, on essaye de se contenter de quelques petites divergences haussières, potentiellement en daily, voire en 4 heures. On ne les a pas, il faut confirmer. Actuellement, et on n'a strictement rien. Dès lors, n'agissons pas. Même si beaucoup de traders tentent d'agir en scalping sur ces niveaux de prix, Ethereum est très volatile. Pourquoi ? Parce que grosse news avec The Merge. Donc difficile de trader aujourd'hui Ethereum. Bitcoin un peu moins volatile, donc pourquoi pas éventuellement s'y pencher avec un peu plus de conviction, pourquoi pas. Mais encore une fois, nous sommes sur des niveaux clés et il faut les maintenir, ces niveaux clés. Il faut les maintenir. Alors je ne dis pas que ça ne va pas casser la semaine prochaine, je ne dis pas que ça ne va pas casser dans 3 mois. Mais en réalité, par rapport au narratif actuel, je reste droit dans mes souliers et je pense qu'il n'y aura pas de directionnel qui sera pris, en tout cas avant mercredi. Voilà pour ça. Est-ce qu'on peut avoir des rebonds techniques et qu'on peut repartir ? Évidemment. Attendons éventuellement des confirmations. Les confirmations, vous les aurez là d'ailleurs en daily, on peut les regarder. Ici, je suis bien sur l'index, parfaitement, donc c'est relativement bien visible. Vous n'avez encore aucune clôture au niveau de la précédente bougie ici, donc vous n'avez pas en réalité de bougie de retournement, etc. ou de continuation baissière ici. On essaie de maintenir en réalité ces précédents lots, en tout cas ce précédent lot. On est actuellement dans une zone de rechargement d'achat, en réalité court terme, juste ici, entre les 118 et les 86. Bon, on s'était dit exactement la même chose ici, on est parti flusher, et puis derrière, on retourne le marché de façon assez violente. La question à savoir, c'est est-ce qu'on achète ce mouvement ou est-ce qu'on vend ce mouvement ? C'est ça la vraie question à se poser. Regardons ça ensemble. Bon, on a toujours un ratio long short qui est relativement en faveur des longues actuellement. J'ai une toute petite dépréciation au niveau de notre spot, mais si je passe... Alors oui, mais si je suis en 5 minutes, ça ne le fait pas. Souvent, je me dis comme ça. Bon, derrière, on voit que sur ce gros flush draw ici, bah, en réalité, on n'a pas tant vendu que ça. Okay, par contre, je sais qu'il y a des personnes qui ont shorté très massivement en réalité dans cette descente. On a entre guillemets liquidé beaucoup de personnes. On parle de près de 3,5 milliards de dollars de liquidation. On était proche des 300 000 bitcoins leveragés sur l'ensemble des échangeurs. On est retombé à 246. En somme, si on est ici et qu'on revient un petit peu dans le passé, par exemple, juste là, bah on n'était pas à ces niveaux de prix. On était à 21 500 dollars. Reprenez au niveau des options, 25 000 dollars, 24 000 dollars au niveau du strike price. Donc ça reste... En réalité, c'est pas positif, c'est qu'il y a la lumière en réalité. On voit des sources de lumière. Ce n'est pas le chaos en réalité actuellement, et notamment sur les marchés crypto. Ça tangue, mais toujours actuellement au sein de range. Donc les décisions sont difficilement prenables en réalité au sein des ranges. Donc si vous êtes plutôt investisseur, on va plutôt chercher à acheter les bas de range plutôt que d'acheter les hauts de range, sauf si vous êtes patient et que vous attendez de réelles confirmations. Les confirmations n'interviendront que dans plusieurs semaines. RSI 14, Trendline, etc. On les avait déjà vus ensemble dans les précédentes vidéos. Côté Ethereum, on peut en parler très rapidement, évidemment. Exactement les mêmes choses, on avait vu en fait ces mêmes bougies juste ici par rapport à notre coup de span. On passe par en dessous, bon les gars, c'était pas évident qu'on passe complètement là, on peut éventuellement swing par rapport au nuage. On fera très attention au twist, et en effet, on le dit souvent, quand on vient à traverser notamment en daily un énorme nuage, c'est à peu près ce qu'on avait vu ici, bah ça c'est plutôt bullish. Bah ça malheureusement c'est plutôt bearish.
malgré que le nuage réussit tant bien que mal à essayer de swing en réalité ce prix, notamment sur Ethereum jusqu'à The Merge. Donc on a potentiellement des extensions qu'on peut utiliser, notamment des extensions de Fibonacci, sans parler pour autant des Loudwave, en ABC, ABC, etc. Donc une grosse A, B, C, et on peut aller chercher les objectifs, ni plus ni moins. 618, comme par hasard, ça rebondit dessus, on vient chercher quand même des supports. Normal que ça soit défendu ici. Il y a des poches de liquidité complètement logiques sans aucun problème. Vous avez des déséquilibres juste là, d'ailleurs on va le confirmer avec ça. Évidemment, donc des déséquilibres ici, des imbalances ici et ici. On arriverait sur les 1 et potentiellement les 1,618 pour des extensions, mais ça nous renverrait sur les 821 $. Gros guillemets, je dis pas que c'est pas complètement impossible. Je dis juste que il va falloir vraiment tanguer et aller très très fort. Vous avez quand même sur Ethereum, si vous voulez des objectifs relativement long terme, en daily, donc c'est pas si long terme, une AB égale CD, vous connaissez ces targets, qui sont plutôt bien représentatives en réalité au niveau d'Ethereum, qui nous renverrait exactement sur les 1, donc target 1196 $, donc 1200 $. Je vous l'ai dit, je vous le redis, je vous l'ai dit dans le live d'hier, c'est ici que j'achèterai des Ethereum. Voilà, je rachèterai des Ethereum sur ce niveau de prix qui sera aussi une confluence par rapport à cette énorme structure de W en W weekly. Ceci n'est pas bearish. Maintenant, on est en train de structurer, on est en train de tenir en weekly une borne ici des 1450. Pourquoi? Parce que si on vient le céder, tout le monde verra exactement la même chose. Et qu'est-ce que c'est? C'est un énorme M-top en weekly. On va pas se mentir, et celui-là, il sera beau. Hein. Croyez-moi qu'il sera beau. Bon, je pense qu'on va continuer, comme les marchés crypto savent le faire et les opérateurs de marché savent le faire, nous laisser, entre guillemets, dans l'incrédulité ou dans l'insatisfaction ou dans le, comment on dit ça, dans le flou si vous voulez. Ok. Donc si on vient clôturer une bougie en weekly ici, pas bullish l'histoire pour le coup, et il y aura des gros ordres de vente probablement qui vont se positionner là-dedans, et ce serait peut-être une belle occasion pour pouvoir retourner ce marché. Pourquoi? Parce que les patterns les plus bullish, c'est d'emprisonner un M-top en weekly dans un énorme W en weekly, voire en mensuel. Ça, comme pattern, vous n'avez pas plus bullish. Vraiment. Et c'est clairement ce que je joue en dollar cost average. C'est pour ça que potentiellement, je me positionnerai ici sur les 1200 $. Investissement 1 de profit. Hein. C'est pas un investissement 3, 4, 5. Non, c'est juste un investissement 1. Donc, je décide de réinvestir dans Ethereum sur ces niveaux de prix parce que The Merge s'est plutôt bien passé jusqu'à preuve du contraire. Voilà pour ça. Mais je ne dis pas que ça ne peut pas aller plus bas. Ce n'est pas joli ce qu'on est en train de voir. Clairement. Et on est en train de ravaler en réalité la quasi-totalité de la hausse précédente des 3 dernières semaines. Ok? Donc continuation baissière. Au même titre en réalité qu'ici, on pouvait prétendre à une continuation haussière en AB égale CD. Évidemment, on le voit, je reste en weekly, on peut parfaitement l'encadrer. Beaucoup potentiellement l'ont joué. Beaucoup l'ont joué d'ailleurs sur éventuellement un premier arrêt juste ici, sur une zone de rechargement d'achat court terme. Et puis d'ailleurs, on peut flusher. Okay, et ça revient exactement au même de dire que si vous avez votre signal ici, vous pouvez potentiellement encadrer, et c'est très difficile, un AB égale CD. Ok? Et à ce moment-là, vous avez des invalidations. Donc ceci, on l'oubliera, ni plus ni moins. Mais ça ne veut pas dire qu'on va à la CAF et qu'on casserait inévitablement les précédents lots. Que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum, ce n'est pas en tout cas ma vision court terme, actuellement ou moyen terme pour le coup. Je changerai peut-être d'avis mercredi pour le FOMC si c'est pas ce qu'on veut vraiment entendre et si les marchés flush et si le S&P 500 casse les 3600 points. Bon, on arrête de s'accrocher à ces idées sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Hein. Si vous voyez le S&P 500 flusher, les crypto-monnaies flusher, on évite d'acheter debout sur la table à levier x100 là-dedans. Hein. On est d'accord. Hein. On attendra des nouvelles constructions et puis on garde du cash. Je préconise toujours d'avoir au minimum 50% de cash sur ces niveaux de prix malgré qu'on soit dans une forme d'incertitude. On parle de sol, on a parlé de tout ça, j'espère que je vous ai aidé, mais plutôt d'un point de vue grand time frame. J'ai pas plus de choses à dire, on va pas rentrer dans l'hyper détail, on reviendra plutôt dans l'hyper détail lundi, proche des ouvertures de Wall Street, sur une petite vidéo d'actualité, on va parler de Solana. Avec plaisir, c'est Alexandre qui voulait qu'on parle de Solana, il m'a posé la question directement dans le chat au niveau du live. Bon, je suis investi, je suis très investi dans Solana, j'ai un investissement 1 100, investissement 2 80 et un investissement 3 50 $. Pourquoi? Parce que les 50 $ étaient irréalisables il y a encore quelques mois en arrière. Mais ça ne veut pas dire que je mets all-in dès que je vois une petite capitulation, parce qu'une capitulation peut en cacher une autre. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça maintient. Et en réalité, vous allez le voir, sur beaucoup de crypto-actifs résilientes, ça tient très fort au niveau des supports. Il n'y a personne qui sort du cadre sur les big caps actuellement au niveau des crypto-actifs, ce qui est plutôt rassurant. Bon, ça ne veut pas dire que mon investissement 4, je le mets ici dans le déni, parce que je sais que potentiellement, je crois dur comme fer que ça ne va pas aller plus bas. Non, je ne suis pas complètement fou. J'irai chercher une capitulation supplémentaire, potentiellement, juste là, et j'ai un pending à exécution. Voilà. Mais acheter les 886 n'a jamais été une mauvaise solution
quels que soient les cryptoactifs ou quels que soient les marchés plus traditionnels. Vous avez beaucoup actuellement d'actions, notamment tech, qui sont actuellement sur des 886. Si elles tiennent dans le temps, si elles ne font pas faillite, etc., sachant que je pense que vu les rallyes qu'ils ont fait précédemment, genre pour le crack Covid, je touche du bois, mais j'ose espérer qu'ils ont revendu quelques actions et qu'ils ont mis un peu de cash de côté pour laisser passer la crise. En tout cas, c'est ce qu'Elon Musk a fait, notamment en se déchargeant de 75% de ses BTC, évidemment. Donc aucun problème pour notre ami Solana. On est dans un enfoncement d'absurdité de survente ici. Derrière, on va chercher en fait des structures en W-Weekly, W-Weekly. Vous avez crossé ici en Weekly au niveau de notre dynamique interne. J'ai mon OVV qui reste croissant. En gros, les gros ne sortent pas de ce marché. C'est clairement ce que ça veut dire. Les gros dans Solana sont dans Solana. Les chutes supplémentaires par rapport à la faible concentration de supply actuellement sur les exchanges ne seront pour eux que des opportunités d'achat. Et j'ose espérer qu'ils achètent fort sur mon pending exécution. Parce que pour le coup, j'achète très fort aussi. Donc je pense que je ne suis pas très différent d'eux, bien évidemment. Vous voulez qu'on parle de Chiliz? Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de Chiliz. Par rapport à notre mondial, évidemment. Bon, Chiliz qui est très résilient, qui valide complètement ses structures en W-Weekly, beaucoup attendent ce fameux pullback. Pourquoi tout le monde se cache la tronche? Et Chiliz maintient, entre guillemets, la pression. Ça ne veut pas dire que ça va la maintenir longtemps. Hein, on peut très bien revenir ici, soyez patient, sur un petit roi de pique pour aller travailler ces précédentes structures de W-Weekly. Donc je suis actuellement en gain, si on prend la table des rois juste ici, de Komakino, Geo et Pongo. Actuellement, donc j'ai pris une petite tatane, je suis passé à moins 20%, toujours 43% de cash, on reste complètement actif là-dessus, directement corrélé à notre échangeur Bybit, donc pas de problème avec ça. Donc derrière, vous allez aller chercher en réalité, potentiellement, si vous êtes patient, un petit roi de pique, mais c'est un petit peu dans le flou, parce qu'on peut continuer en réalité à aller dégrader en réalité le prix et non pas la valeur intrinsèque au niveau de notre ami Chiliz. Donc, est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Je ne peux pas vous dire que c'est pas intéressant, puisque vous êtes toujours dans une première classe ou une classe éco. Mais de là à dire qu'on ne retrouvera jamais des prix un peu moins chers sur Chiliz si le marché vient retracer violemment, ce serait vous mentir. Donc si Bitcoin casse, si Ethereum casse, partez du principe que Chiliz ne fera très, très probablement pas cavalier seul. Ou s'il fait cavalier seul, il fait un espèce d'exit pump, et puis derrière, c'est en une bougie et ça ravale tout, quoi. Ok? Très difficile à jouer, puisqu'en réalité, vous arrivez un tout petit peu après la bataille. Mais très bonne crypto, oui, il n'y a pas de problème. Je prendrai mon exit 50. Vous vous rappelez par rapport à un premier arrêt de toute la précédente structure. Je peux être beaucoup plus gourmand sur Chiliz, mais je suis tout simplement ma stratégie, parce que pour le coup, je le vois bien sur les 0,50 centimes de dollars, courant novembre-décembre. On reprendra cette petite vidéo top crypto par rapport à Chiliz. Même constat par rapport à toute la dynamique interne. On est en train, par exemple, là, de quitter notre absurdité de survente. Vous avez toutes les structures au niveau de notre dynamique interne, et c'est pour ça que je vous avais un petit peu matraqué notre ami Chiliz. Je sais que beaucoup du Discord a pris des profits sur Chiliz. Vous avez des signaux qui sont extrêmement puissants, et vous avez même un regain ici des volumes acheteurs au niveau de notre OBV. Bon, faites ta vie, quoi, Chiliz. Si vous voulez rentrer en suivi de tendance, si vous croyez qu'on ne retournera jamais dans les bas-fonds du désespoir, toujours pareil, vous prenez vos Fibos, ici par rapport à nos bottoms de marché, ici par rapport à notre top provisoire de marché, et vous allez chercher le premier arrêt. Ce premier arrêt est racheté. Pourquoi? Parce que les traders de tendance qui se mettent dans la bataille. Et s'ils lâchent, les stops, ils sont serrés. Les stops, généralement, vous en avez beaucoup qui sont pour l'instant ici. Peut-être que le marché va aller les chercher. Tac, zone de rechargement d'achat court terme. Boum, roi de pique, et on repart. Soyez patient. Si vous n'êtes pas dans Chiliz, soyez patient. Et si vous êtes déjà dans Chiliz et vous voulez moyenner par le haut, mauvaise idée, évidemment. BitDAO de notre ami Bybit. Allons-y. C'est un petit peu retracé? Oui, c'est un petit peu retracé. Voilà, pareil que Chiliz. Prenons-le. C'est à peu près la même chose. On attendait ce fameux magnifique W-Weekly. Je vous mets d'ailleurs ce W-Weekly Tex-Mex juste ici. Derrière, vous avez votre roi de pique. Moi, j'ai acheté ici en investissement One. Tout simplement sur notre ami Bybit, BitDAO, et puis derrière on repart chercher en réalité les précédents supports. Ça travaille, il n'y a pas de problème. Si on vient à faire ce type de choses, pas bon l'histoire, mais c'est pas grave, ça reste qu'un investissement. Je prends ça parce que je suis partenaire Bybit, malgré que ça manque un petit peu d'historique et il n'y ait pas beaucoup de jetons entre guillemets qui ont été déjà libérés. Néanmoins, Bybit achète plusieurs millions de dollars par mois ce tokenomics. Je pense qu'ils ont des idées derrière la tête, je pense qu'ils ont des bonnes idées derrière la tête, et ce que fait Binance, Bybit essaye potentiellement de le reproduire, peut-être en mieux ou peut-être en moins bien. Chacun effectivement est libre d'avoir sa propre vision des différents échangeurs. Je trouve l'interface de Bybit très intéressant. Je crois en son tokenomics et je pense qu'on n'est pas très très loin de bottom de marché par rapport à la cap actuellement de BitDAO si je le compare à d'autres tokens d'exchange. Exemple FTX, exemple BNB et exemple CRO par rapport à la market cap. Ok? On est d'accord avec ça, c'est important.
Donc, soyez patient, mais ici, pourquoi pas une bonne zone. Vous avez un énorme triangle de contraction ici en weekly, et on va regarder un petit peu sur nos indicateurs. Ça lâche un petit peu, je sais que Bybit, il y a très peu d'historique en réalité, donc c'est difficile à regarder. On peut pas vraiment se positionner là-dessus. Après, peut-être que l'échangeur en lui-même est déserté, etc. Donc il faut aller regarder au niveau des, des flux au niveau de capitaux au sein même de Bybit pour savoir si les capitaux sortent ou les capitaux rentrent dans cet échangeur. Je le choisis comme challenger, mais peut-être que c'est pas une bonne idée. Donc il faut vraiment regarder en profondeur si oui ou non c'est un bon échangeur. Je fais beaucoup de recherches dans ce sens-là. Pour l'instant, c'est croissant. Donc ils gagnent des parts de marché à Bybit. Ils ont d'ailleurs fêté leurs 10 millions de clients. Enfin, c'est pas rien quand même, 10 millions. Et ça ne représente que 10% en réalité de Binance. Binance, je crois, c'est 100 millions de clients ou 90 millions de clients. Donc c'est 10% de Binance. Regardons actuellement au niveau de Bybit, si le BitDAO, on peut l'acheter un peu partout. On va regarder ça tout de suite ensemble. Je trouve ça très pertinent, pour être tout à fait franc avec vous. Voilà, 5 milliards de valo, donc c'est nettement au-dessous de FTX ou nettement au-dessus du BNB, hein, par exemple. Vous avez 21% des tokens, donc soyez vigilants, on regardera et on sera très vigilant par rapport à l'inflation. Mais regardons où est-ce qu'on peut acheter ce truc-là. Bon, vous pouvez pas l'acheter partout, quoi. Vous pouvez l'acheter sur Coinbase, ah ok, quand même, FTX, ok, mais bon, bah, pas sur Binance, quoi. Bizarrement, vous pouvez pas l'acheter sur Binance, vous imaginez bien. Les confrères qui se connaissent très bien. Et vous avez un fort volume sur Huobi Global. Bon, dès lors, je me dis que s'il y a de la hype autour de Bybit et s'il y a de la hype autour du projet, de la promesse ou de la vision Bybit, bah, indirectement ou même directement, par ruissellement, BitDAO prendra nécessairement de la valeur. La question c'est, est-ce que ça prendra de la valeur proche des 50 centimes de dollars ou est-ce que ça prend de la valeur à partir des 10 centimes de dollars? Ça, je n'ai pas la réponse. Donc j'attends maintenant de nouvelles structures et si je dois casser mes prix en lot, j'attendrai moins 50% supplémentaires et je lisserai bien évidemment mon prix par le bas. Voilà pour BitDAO. J'espère que je t'ai aidé. UOS. C'est Gao qui voulait qu'on parle de UOS. Je suis dans UOS? Je sais pas si je crois que je suis dans UOS. J'ai dû racheter UOS. Je vois pas mon petit investissement, c'est peut-être sur une autre charte. Aucun problème pour UOS. Honnêtement, moi, ce token, franchement, j'y crois, quoi. Enfin, on en parle beaucoup, on en a déjà beaucoup parlé dans les vidéos des rois du Bitcoin. Ça reste un top projet sur le crypto gaming. Je pense que le crypto gaming s'est fait couper les jambes avec Axie Infinity, etc., bah, quand on a vécu, entre guillemets, cette capitulation, en tout cas ce crash, on n'a plus entendu parler du truc, ça a été beaucoup mis en lumière, enfin, ça a été un petit peu obscurci, pardon, par rapport aux NFT, les NFT qui ont essayé de s'imprégner, en réalité, des tokenomics gaming pour essayer de briller. Bon, le soufflet est retombé plus vite qu'il n'est monté, bon, c'était potentiellement prévisible. Le dater ou le timer, c'est extrêmement difficile. Par contre, je vois une valeur qui se déplace complètement. Enfin, moi, je vois... Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. On casse jamais les pressés en lot ici. Ça maintient, ça rachète. On essaie de structurer des petites choses sympas. On a un OBV complètement croissant. On compte un enfoncement d'absurdité de survente. Je vais passer en weekly, mais je pense que c'est assez similaire. Vous avez à peu près la même chose que ce qu'on a parlé sur Solana juste ici. En réalité, les capitaux ne sortent pas de ce marché. Bon, bah, et si vous pensez acheter moins cher, why not? Mais je pense que les 886 ne sont jamais, encore une fois, prenez Bitcoin pour les Ethereum. D'antan, hein, c'était pas du tout Enfin, c'était des excellentes entrées en réalité, donc soyez patients sur Euros, mais j'en ai acheté récemment, hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je crois en ce petit token qui n'est pas très capitalisé pour le coup, voire très peu capitalisé, mais qui l'a été bien plus il y a quelques temps encore en arrière. EGLD, même combat que Solana, investissement 1, investissement 2, investissement 3. Pourquoi? Puisqu'on avait un W weekly, j'ai acheté entre guillemets la mort ici, et ça tient. Et ça tient notre ami Elrond. Il tient notre ami Elrond. Alors oui, on peut aller chercher des imbalances, on peut aller chercher des structures en W weekly, etc. Mais vous en avez aussi au-dessus, et tôt ou tard, on viendra les arracher, ces gens-là. Tôt ou tard, on viendra les arracher, et ça pourra potentiellement faire extrêmement mal, et que beaucoup, je pense, le shorteront si on reste là-dedans pendant longtemps. Mais bon, ça tient jusqu'à preuve du contraire. On l'avait vu, il y a eu un souci avec Maillard, vous vous rappelez, il y a eu un hacking. Et ouais, il faut racheter là-dedans. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir racheté là-dedans. Et bizarrement, on achète à 50$ et le truc qui redécolle pas to the moon. Pourquoi? Bah parce que c'est long de retourner une tendance. C'est extrêmement long. Se remettre psychologiquement, voire physiquement, d'une capitulation telle que Terra Luna qu'on a vécue, ça se fait pas en 3 secondes. Et ça se fait pas en 3 secondes si derrière, il n'y a pas de flux de capitaux qui viennent. Et actuellement, les robinets sont fermés. On le voit par rapport à la Banque centrale américaine. Qui va nous payer, entre guillemets? Qui va nous acheter nos tokens plus chers? Qui va alimenter les rebonds et les retournements de tendance? Bah, actuellement, personne. Tout le monde s'en fiche des cryptoactifs. Donc on est devant nos écrans à essayer de structurer dans
essayer de voir des espèces de divergences, choses comme ça. Non, mais tout le monde s'en fout de nous, actuellement. Ouais. Alors à quel moment on s'en fichera plus de nous? Je pense qu'on s'en fichera plus de nous quand on sera à peu près par ici, au niveau de GLD. Et à ce moment-là précis, ceux qui tentent en réalité, si vous croyez en ce projet, à moyenner par le bas ce tokenomics, et si GLD nous révèle ses promesses, ici vous serez considérés comme potentiellement des génies. Ouais. Alors, vous allez me dire c'est impossible. Oui, mais revenez en arrière. Je vous le rappelle que ici, en réalité, quand ce truc valait 10 $, ça avait déjà fait x10. En réalité, ce machin valait 1 centime en réalité. Donc, quand on était là-dedans, que tout le monde avait la mort dans l'âme, là, que personne ne voulait acheter ça, bon, merci les banques centrales, pour tout le monde a été surpris, les plus grands opérateurs, les plus grands fonds d'investissement ont été surpris de la rapidité au niveau de la hausse, donc je doute qu'on ait ça tant qu'il n'y a pas de flux financiers qui reviennent. Et ces gens-là, qui ont acheté là-dedans, des gens n'étaient pas nombreux, donc sachez qu'on n'est pas nombreux non plus aujourd'hui, tout le monde est sorti, en tout cas beaucoup sont sortis, sont considérés, quand on était ici, comme des génies. Or, il n'y a rien de génie là-dedans. Encore moins si vous faites des leviers là-dedans ou sur ces niveaux de prix. Mauvaise idée. Même des leviers x3, je bannis les leviers x3 en longue dans une dynamique aussi baissière, dans un contexte économique aussi morose. Voilà pour ça. C'était Julien qui voulait qu'on parle de GLD. On s'arrête là-dessus. J'ai pas d'autres crypto-actifs éventuellement à vous parler, à vous partager. On peut regarder un petit peu sur les crypto Bybit qu'on a actuellement. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement regarder? Ah oui, Atom, par exemple, qui fait un joli petit rallye. Bon, Atom fait son cavalier seul. J'ai pas l'historique sur Atom, parce que je suis actuellement sur Binance, mais je pense qu'il y a quand même des imbalances. On est venu chercher, en fait, d'ailleurs, c'est des équilibres juste ici, vous le voyez comme moi. C'était juste ici, il y avait des grosses poches de déséquilibre. On peut revenir par rapport au volume profile, etc., qui est juste ici. On avait éventuellement un joli point ici d'entrée. Bon, ça va être difficile. Alors, regardez au niveau des volumes profile sur beaucoup de vos cryptoactifs préférés. Enfin, il y a à quelques pourcentages près, on est vraiment sur des gros socles actuellement. Et puis, Atom Cosmos fait son petit rallye. Vas-y, Atom, il n'y a pas de problème. J'en ai racheté, il n'y avait pas de souci avec ça. J'en ai même racheté ici en fond de portefeuille sur un autre compte que j'ai et que je hedge pendant les 10 prochaines années. Donc, je me suis dit, ouais, quand même, Atom à 5 $, pas à 6 $, c'est abusé, quoi. Donc, j'en ai repris une couche. Et par contre, pour Bybit, je reste bien là-dedans. Ça, c'est purement spéculatif et je le garde pendant 10 ans. Donc, ça sort de la stratégie des 4 rois, puisque j'ai en fait un fonds de portefeuille qui représente moins de 5% de mon capital d'investissement, qui est là pendant les 10 prochaines années sur d'énormes projets en réalité, type Atom Cosmos, type EGLD, type Bitcoin, Ethereum notamment. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'idée de faire ça, c'est que parce que j'ai beaucoup de petites cryptoactifs qui tendent à disparaître en réalité dans le temps, et je me dis que je me couvre en faisant ça, dans des vraies capitulations, sur des 886, etc., en prenant dans un fonds de portefeuille, en réalité, vous savez, la loi de Pareto, les fameux 20-80, en réalité, 20% de vos cryptos représenteront demain 80% de votre performance. Donc j'essaye de construire en fait ce portefeuille de 20%, mais ça fait quelques années que j'essaie de le construire, j'en ai remis un petit peu au niveau de Atom Cosmos, parce que je pense que je ne vendrai pas ces Atom Cosmos avant qu'ils soient, vous avez compris l'histoire. Voilà. Et j'aimerais qu'on dise, quand, je dis une bêtise, mais si Atom Cosmos, dans 5 ans ou 7 ans, il est là-haut, je dirais, ouais, moi j'en ai encore que j'ai acheté à 6 $. Or, posez la question, est-ce que vous êtes encore nombreux, pour celles et ceux qui sont là, qui ont encore de l'Ethereum, qu'ils ont payé moins de 100 $? J'en ai encore. Est-ce qu'on est nombreux aujourd'hui? Alors je sais que 70% du Discord est arrivé il y a 1 an ou moins, mais pour les 30% des personnes qui étaient là il y a plus de 3 ans, est-ce que vous avez ou pas conservé de façon unitaire vos Ethereum que vous aviez acheté moins de 100 $? En réalité, c'est tellement difficile, c'est tellement dur, et c'est pour ça qu'il faut mettre des stratégies en place. Dès lors, si vous avez le moindre doute, mettez en place peut-être 5-10% de votre fonds de portefeuille sur du holding très long terme, sur des projets dans lesquels vous croyez énormément, et ça peut potentiellement vous sauver dans 10 ans, quand vous allez ressortir votre clé Ledger ou je sais pas quoi, et vous allez dire, mais c'est incroyable, en fait, j'avais mis, je dis une bêtise, 500 € là-dedans, et aujourd'hui, j'ai 8 000 €, 10 ans ou 7 ans plus tard, 12 000 €. C'est incroyable. Voilà pour ça. Je vous laisse là-dessus. J'espère que je vous ai aidé. On se retrouve lundi dans une vidéo d'actualité. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.